Bonjour Julien Bouter et merci de nous accorder un peu de votre temps. Alors tout d'abord, présentez-vous en quelques mots à nos lecteurs. Je m'appelle Julien Bouter, je suis mosellan, je suis né à Roubaix. J'ai eu une vie un peu particulière parce que j'étais étudiant jusqu'à 21 ans. Après, j'ai dû faire l'armée. Avec beaucoup de chance, j'ai resté de la place au bataillon de Joinville parce que l'armée était obligatoire, j'ai envie de dire, de mon temps. Et donc pendant une année, j'ai pu jouer au tennis, ça m'a plu et je me suis dit, allez, je vais prendre 1 ou 2 ans pour voir ce que ça va donner. Et puis petit à petit, j'ai bien progressé. Je suis rentré dans les 100, après je me suis dit, allez, je vais essayer de rentrer dans les 50. Et après aussi, je vais essayer de rentrer dans les 30. J'ai pas réussi, mais c'était mon objectif. Et puis en 2004, j'ai dû arrêter suite à des blessures. Et entre-temps, en 2003, avec des copains, on a créé un tournoi de tennis qui s'appelle l'Open de Moselle et qui est devenu le Moselle Open depuis maintenant 2 ans. Et donc maintenant on est propriétaire avec 24 associés. On est propriétaire de D'accord. Alors on va commencer par parler de vous. À seulement 17 ans, vous n'avez que 15 ans, mais vous avez tout de même percé au haut niveau. Alors comment avez-vous progressé en si peu de temps? Parce que c'est assez rare, peut-être progresser. C'est assez rare, oui, j'ai fait beaucoup de sport, donc a priori je devais avoir une base physique et une bonne culture sportive, parce que je faisais du judo, du hand et du tennis jusqu'à très tard, jusqu'à 16-17 ans. Et puis je jouais très peu, parce que je faisais des études, j'avais beaucoup d'heures de cours par semaine, j'avais entre 42 et 45 heures de cours par semaine, ce qui est beaucoup dans les études, donc je m'entraînais très peu en fait. À partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, je me suis entraîné très sérieusement, j'ai beaucoup travaillé physiquement. Et puis voilà, les choses m'ont souri, donc voilà, un parcours un petit peu atypique. C'est à base de beaucoup de travail et de passion. À votre palmarès, vous accrochez notamment des grands noms comme Gustavo Kuerten, qui était numéro 1 à l'époque, Michael Chang, Marat Safin, Roger Federer. Avec de telles pointures inscrites dans votre tableau de chasse, qu'est-ce qui fait selon vous que vous n'ayez pas atteint votre objectif qui était le top 30? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a une règle, c'est pour construire un athlète sportif, il faut au moins 6 à 7 années. Ce qu'il y a, c'est que, donc, tu l'as dit, moi j'ai commencé très tard, à 21 ans, et j'ai commencé vraiment à comprendre le tennis. J'ai toujours un jeu avec beaucoup de risques, avec des points forts, notamment mon service, mon physique, j'étais très rapide pour ma taille et mon poids, et donc j'étais très agressif. Donc quand je jouais des adversaires, si mon jeu était vraiment bien en place, j'avais des coups qui étaient quand même très percutants et j'avais une très très bonne deuxième balle. Donc c'est pour ça. Après, j'ai commencé vraiment à mettre tout mon jeu en place en 2002 et très vite après, je me suis blessé à partir du moment où j'ai vraiment commencé à comprendre le tennis. Donc j'ai une carrière très courte parce que j'ai eu 7 années. Entre guillemets en tant que professionnel, et quand on sait que les gamins ils commencent à 15-16 ans, c'est comme si ils avaient une carrière de 15 ans jusqu'à 22 ans. Donc ce qui explique peut-être cela. Alors en tant que joueur, est-ce que vous aviez des superstitions, des habitudes? Non, mais j'ai basé beaucoup sur des rituels plus. Pas des superstitions, donc j'avais des habitudes, mais plus dans la façon de me préparer, dans la façon de, par exemple, le service. J'avais des procédures avant de faire chaque service. Bon, alors quand je rate un service, je me disais qu'est-ce qui ne va pas, donc j'essaie d'insister sur ça. Donc j'ai plus des rituels, des procédures que vraiment des habitudes ou alors comme une amulette ou comme un objet fétiche. Non, je suis pas du tout comme ça. Quel a été votre meilleur souvenir dans votre carrière? C'est difficile de détacher un meilleur souvenir. Tu l'as évoqué, quand on bat toujours le numéro 1 mondial, c'est quelque chose. J'ai des bons souvenirs quand j'avais joué Sampras sur le central de l'US. Quand je suis seulement 350e joueur mondial, j'ai une invitation à Roland Garros, je me qualifie, je perds au 2e tour en 4-7 contre Pioline qui était dans les 10 à l'époque. Quand je bats Acosta l'année juste avant qu'il gagne Roland Garros, je perds 2-7-1, je gagne en 5-7. Tout ça, ce sont des matchs qui marquent. Et puis la finale à Casablanca contre Younes. Là, je joue au Maroc, lui c'est un demi-dieu là-bas. Je joue en finale, je gagne en 3-7. Donc voilà les bons moments. Et votre pire souvenir? Pire souvenir, c'est je pense à mes tout premiers matchs dans un Grand Prix. C'était en tournoi indoor, c'était à Toulouse, si je me rappelle bien. Je me qualifie et je joue au premier tour Kiefer.
qui doit être 5e ou 6e mondial à l'époque. En fait, je perds 6-1, 6-2 et je pense que je ne gagne pas une seule fois mon service du match en salle. J'étais tétanisé. Voilà, j'ai jamais réussi à rentrer dans le match. En plus, c'était un soir de night session, c'était la tête de série numéro 1 du tournoi, une grande star, et j'ai jamais pu rentrer dans le match en fait. C'est genre de quelque chose de particulier de jouer en night session. Ouais, mais c'était en indoor, mais c'était en plus la première fois que je jouais un mec très très fort, un tournoi français, et donc on se met beaucoup de pression inutilement, mais par contre il y a eu des mots après le match qui étaient très réconfortants et avaient été très sympas. Sinon il y avait d'autres des mauvais souvenirs, mais on essaie de les oublier. Maintenant on va parler du numéro 1 mondial, Roger Federer. Alors c'est contre vous qu'il a remporté son premier titre à Milan 2001. Donc je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Qu'est-ce qui a changé entre le Roger de 2001 et celui de 2012? Alors, si tu m'avais posé la question qu'est-ce qui a changé entre le Roger de 2001 et 2011, je t'aurais répondu il est devenu moins offensif. Parce qu'avant c'était vraiment, il calquait son jeu un petit peu comme Pete Sampras, avec beaucoup de services volés, il était très agressif, il ratait aussi plus, mais c'est vraiment ces qualités-là qui m'ont permis de devenir numéro 1 mondial. Mais après, il est devenu, je pense, beaucoup plus attentiste dans son jeu, mais parce qu'aussi il est devenu encore beaucoup plus fort derrière la ligne de fond de cours. Je pense qu'il y a un côté un petit peu têtu chez lui. Il aime bien limite aller jouer Nadal sur terre battue et essayer de le battre derrière la ligne de fond de cours. Et donc depuis maintenant, depuis 6-8 mois, on voit quand même de grosses modifications dans son jeu. Alors est-ce que c'est la patte entre guillemets Anacone? On le voit plus offensif, commence à faire beaucoup plus de retours volés. On le revoit à nouveau faire des services volés sur deuxième balle, en faire plus sur première. Après ça a été aussi directement lié au changement de surface, les surfaces qui ont été ralenties, le gazon qui était ralenti, les balles aussi, les tournois en indoor. Donc maintenant, n'importe quel joueur, s'il est bon sur une surface, il peut l'être sur toutes. Donc ça aussi, ça a fait certainement ce changement. Et puis ce qu'il y a, c'est que surtout son attitude, puisqu'en 2001, il était encore un petit peu... il arrivait un peu moins à contrôler ses émotions, il pouvait crier, jeter sa raquette, des choses comme ça. Et un jour, il s'est dit stop, il a gommé tout ça, et puis là, il a commencé très vite à progresser. Et quand je joue à Milan, je crois qu'il doit être 15 ou 20 ou quelque chose comme ça, et 6 mois après, il est numéro 3 mondial. Au commentaire d'un match de Gaël Monfils à l'US Open en 2008, vous dites, alors je cite, pour moi, Sampras est loin devant au niveau du service. Et s'il y avait un match entre Sampras à son meilleur niveau et Federer à son meilleur niveau, je pense que l'Américain prendrait les devants. Ouais, c'était le cas avant 2011. Ouais. Est-ce que vous le pensez toujours? Depuis avec le Federer de 2012. Avec le Federer avant, je pense que c'était vraiment une erreur de Federer de passer dans une filière un peu plus longue. Alors qu'il est tellement efficace quand il prend la balle d'eau et quand il vient au filet, il est tellement adroit que c'est un enfer pour ses adversaires. Tout le temps se faire agresser. Et Sampras, ce qu'il y a, c'est qu'il avait ce point fort, c'est que s'il était bien réglé au service, il savait exactement ce qu'il devait faire. Et Sampras savait très bien qu'il ne pouvait pas gagner tous les points dans un match. Donc il attendait, puis tout d'un coup, moi j'ai joué Sampras, je gagne autant de points que lui dans le match, mais je perds 7-5, 7-6, 7-6. Je gagne autant de points que lui, normalement il y a au moins 10 points d'écart. Mais voilà, à 4-4, à 5-5, à 6-6, il met les coups qu'il faut, il fait son décalage coup droit ou son pouvoir de course, et puis voilà, c'est fini. Donc c'est vrai que s'il y avait ce côté-là, Sampras, où il était tout le temps sûr de ses forces, qui était vraiment incroyable. Maintenant, le meilleur joueur de tous les temps et voire un des meilleurs sportifs, c'est Federer. C'est pas du tout pareil. Maintenant, le sujet, c'est qu'il y a quand même assez longtemps, Gilles Simon a déclaré sa commission était contre l'égalité des gains en grand chelem entre hommes et femmes. Votre avis sur la question? J'ai deux positions là-dessus. Soit on se dit que le tennis est une grande famille, clairement le tennis féminin a besoin en ce moment du tennis masculin parce qu'il n'y a personne qui est vraiment leader chez les filles. On a eu limite numéro 1 mondial en 10 ans. Alors qu'avant la période où il y avait Mauresmo, Hénin, c'est ça, t'as pas le fil. La période où il y avait Mauresmo, Hénin, Lefser Williams, Clijsters, je pense à Patty Schnider aussi, le tennis féminin il était incroyable. Il y avait les 8-9 meilleures joueuses, elles étaient toutes différentes, et tout un
charisme différent. Donc, et à ce moment-là, le tennis féminin, et on le voyait, les places à Roland-Garros pour la finale dame et pour la finale homme, elles étaient aussi dures à avoir les unes que les autres. Là maintenant, qu'il y a eu le numéro 1 fille, et en l'espace de 5 ans, on ne comprend plus rien, il n'y a pas de leader qui se détache, et ça fait partie de... c'est vraiment un manque cruel dans le tennis féminin. Et quand on voit après, je suis d'accord. Donc si à un moment on doit faire une famille du tennis, qu'à un moment, une période un peu plus dure, ben, les garçons aident les filles pendant les tournois du Grand Chelem, et ça me semble, ça peut être une solution. Je pense que un geste, une attitude qui est très valorisante pour les hommes. Mais après, si on réfléchit d'un autre côté, simplement d'un côté, j'ai envie de dire, professionnel, l'argent que génèrent les garçons est nettement supérieur à ce que génèrent les filles. Et on le voit même à Roland-Garros, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une place pour la finale homme que pour la finale dame. Et qu'à un moment, les hommes remplissent plus les stades que les femmes. C'est une réalité, ce sont des chiffres. Il n'y a pas de... c'est implacable. Donc à partir de ce moment-là, c'est normal que des personnes dans un milieu économique, d'entreprise, qui génèrent moins d'argent, gagnent moins d'argent. C'est quelque chose de très très logique. Donc un garçon qui fait vendre des billets, et puis même Sharapova, elle disait je suppose que je fais vendre plus de trucs que Gilles Simon. Oui, mais elle est numéro 1 mondiale ou 2, et elle se compare avec un joueur qui est 15. Elle n'a qu'à se comparer avec Nadal, avec Federer, et on va voir si à un moment elle fait vendre plus de billets que Nadal ou Federer. Et là, à mon avis, tout le monde a la réponse. Donc elle a pris un contre-pied, mais qui était faux, puisqu'on comparait deux choses qui n'étaient pas comparables. Et c'est comme le tennis masculin et le tennis féminin. Voilà, c'est des choses à aborder différemment. Donc de ce côté-là, je pense que Gilles a complètement raison, et que des garçons qui jouent à un moment, qui font venir, on va dire les 3/4 des spectateurs, qui passent plus de temps sur le court, ainsi de suite, qui gagnent autant que les filles, c'est injuste. C'est injuste de ce côté-là. Donc voilà, il y a deux poids, il y a deux façons de voir les choses. Voilà un peu comme je l'ai présenté. Si on parle d'un point de vue économique pur, c'est une injustice. Si on se dit comme c'est la famille du tennis, si sur 4 grands chelems, il faut aider les filles à avoir de la visibilité, de la reconnaissance. Moi, c'est plus un acte qui est à saluer, et tant mieux. Donc pour vous, est-ce qu'on pourrait passer en Grand Chelem, on pourrait passer format des matchs de 2 sets gagnants à 3 sets gagnants chez les filles? Non. Au physique, ça ne pas, je pense? Non, c'est pas possible. Maintenant, c'est pas possible. Maintenant, il y a quelques jours, pas très très longtemps, l'ATP vient de changer quelques règles pour 2013. Donc, dans le LED. Voilà, entre autres le LED, ils vont tester pendant 3 mois. Ils vont tester la suppression du LED pendant 3 mois en Challenger l'année prochaine. Exact. Vous êtes... Moi je suis pour. Pour? C'est un truc vraiment débile, le LED. Ça n'a plus rien à faire dans le tennis moderne, et surtout, maintenant qu'on a des instruments électroniques pour les tester. Parce que des fois, tu es comme moi, tu fais des matchs de tennis, des fois tu entends la machine biper, c'est un ace, il n'y a personne qui a rien vu, c'est juste le bip de la machine, c'est stupide. Et je suis sûr que si on faisait le pourcentage, un nombre de points que gagne un serveur, on va dire, allez, un serveur il gagne 75% des points sur son service sur tout un match. Mais je suis sûr que si on prend 75% des ballettes, c'est toujours le serveur qui va les gagner. Et je pense que ça change. Ça peut changer l'issue d'un match, oui, mais en niveau pourcentage, ça ne changera rien, je pense. Et donc moi je suis pour la suppression du LED. Qui gêne, qui arrête le jeu, comme vous voulez. C'est ce qu'a dit le directeur de l'ATP, qui a dit que c'était pour rendre le jeu plus fluide. Oui, il y a plein de raisons de le faire. Je ne vois pas qu'une raison. Donc maintenant on va en venir au tennis féminin. Donc Serena Williams, elle fait clairement office de patronne cette année. On va pas dire qu'elle trouve personne à sa hauteur non plus, mais elle est clairement au-dessus. Mais est-ce qu'à 30 ans, elle peut encore tenir le rythme longtemps? Je pense que comme elle gagne ses matchs 2 et 2, je pense qu'elle peut tenir longtemps à ce rythme-là. À peu près. Amélie Mauresmo, ça fait maintenant quelques temps qu'elle a été élue à la tête de l'équipe de France de Fed Cup. Qu'est-ce qu'elle peut apporter au bleu? Déjà une unité, parce que je pense que c'est vraiment une des rares championnes françaises qui a dépassé le cadre du sport, du tennis, et même du sport, parce que maintenant même des gens qui ne sont pas passionnés de sport la connaissent, et elle a une image qui est
comme sa personnalité, qui est top. Donc c'est vraiment une fille qui va pouvoir, en prenant son temps, mettre en place ses idées et apporter vraiment une touche de fraîcheur et surtout voilà, avec beaucoup d'intelligence et de lucidité. Donc, je pense que c'est vraiment une personne, non seulement pour la Fed Cup, mais je pense pour le tennis français, notamment le tennis féminin à l'avenir, elle peut avoir un rôle très important à jouer, parce que c'est une personne qui rassemble les gens très très vite. Donc pour vous, c'était le meilleur choix que vous pouvez faire de la compétition? Oui. Moi je pense, parce que voilà, c'est la première fois d'avoir gagné le Grand Chelem. C'est en plus une Française qui pour moi, avec de grosses lacunes techniques, a réussi à gagner un Grand Chelem, à être numéro 1. Et donc c'est la preuve que mentalement et physiquement et sur tout le reste, c'est une championne exceptionnelle. Dans l'ensemble, en général, quels sont les joueurs et joueuses que vous appréciez, enfin que vous aimez voir jouer? Moi j'aime bien les créateurs. Les créateurs, mais j'aime bien les attaquants. Moi, une de mes idoles, c'est Jamie Blake. Donc je ne serai pas surpris de le voir ici. Ça fait il y a 2-3 ans. Et c'est le mec que j'adore. Et puis moi je pense que le joueur qui joue mieux au tennis à l'heure actuelle sur la planète, c'est l'américain Brian Baker. Parce qu'il a... J'ai vu ça sur Twitter, vous êtes allé voir. Moi je suis fan. Je suis fan parce qu'il n'a peut-être pas des coups percutants, il n'a peut-être pas un coup très fort. Et sa façon d'approcher le tennis, elle est géniale. Surtout après 6 ans d'arrêt. Elle est géniale, une prise de balle tôt, il ouvre les angles, il vient au filet, passer la montée à contre-temps, la volée. Il rentre dans les retours, il travaille sur l'opposition beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment un joueur exceptionnel. On va revenir quelques questions à vous. Alors malgré votre retraite, le tennis est loin d'avoir disparu de votre vie. Donc vous êtes consultant chez Canal+, chez le groupe Canal, mais aussi et surtout directeur du tournoi du Moselle Open, donc, qui a été baptisé Moselle Open en 2011. Donc le tournoi appartient à la catégorie des ATP 250. Donc racontez-nous à peu près en tant que directeur une de vos journées type. C'est ce qui est bien, il n'y a aucune journée type. Je n'ai pas 2 journées qui se ressemblent dans l'année. C'est ce qui est génial. C'est ce qui est génial parce que voilà, j'ai cette passion du tennis, j'ai la possibilité de travailler. Une petite ville entre guillemets comme Metz, un petit département comme la Moselle, de se faire accueillir un tournoi comme ça, c'est exceptionnel. Parce que voilà, en général, tu regardes un calendrier, les villes qui accueillent des tournois, très souvent des capitales ou alors des villes immenses. Regarde, cette année en concurrence avec Saint-Pétersbourg, c'est la plus grande ville de Russie en termes de superficie, la deuxième, une des 5 ou 6 plus grandes villes d'Europe. Et on arrive à faire un tournoi qui est naturaliste. Alors, la série numéro 1, c'est Yuzny qui est 30. Nous, c'est la tête de série 8 ou 9 qui est 35. Donc voilà, donc ça c'est. Et une journée type, c'est impossible puisqu'on arrive le matin ici, on se dit bon, j'ai ça à faire. On arrive le soir, on dit non, j'ai pas pu le faire parce qu'il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus. Et puis voilà, c'est un petit peu l'événementiel, une des joies, c'est que voilà, on ne sait pas de quoi la journée va être faite. Maintenant, Djokovic Tsonga est l'ambassadeur du tournoi, aussi depuis 2011. On peut vraiment dire que l'an passé a eu du renouveau pour le Moselle Open. Oui, pour beaucoup de choses, puisque en 2010 on est devenu propriétaire, donc on a racheté ce tournoi-là. Et puis on a changé de site l'an passé, on a changé de nom, et puis on a commencé cette aventure avec Joe comme ambassadeur. Et le fait que la première année en tant qu'ambassadeur, il gagne le tournoi, c'est inespéré. Ouais, c'est symbolique et inespéré pour une organisation, et puis aussi pour tout le public. Donc voilà, ça a été une année exceptionnelle, puisqu'en fait c'était une belle édition qui était réussie. Il y a eu quelques petits soucis d'organisation puisqu'on ne connaissait pas le site, mais des soucis mineurs qu'on a réussi à gommer cette année. Et j'espère que voilà, il va réussir à aller au but une fois de plus parce qu'il n'y a jamais un même joueur qui a réussi à soulever 2 fois le trophée. Bon, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors est-ce que vous avez par exemple un conseil pour les très nombreux jeunes licenciés en France de tennis? Vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Voilà, je suis un petit peu un exemple. C'est que voilà, en étant 15 ans à 16 ans ou 17 ans, on peut faire de haut niveau. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le, mais par contre faites-le sérieusement et que ça reste toujours un jeu surtout. Merci à vous. Merci beaucoup.